Bonjour tout le monde, bon milieu d'après-midi par applaudissement. Est-ce que ça va bien? Je me suis dit que j'avais le goût qu'on débute notre rencontre en mettant de l'énergie dans cette salle-là. Vous allez être impliqués parce qu'on vous invite à participer à la discussion. Mais merci de votre énergie. On la prend toute pour les prochaines minutes, la prochaine heure qu'on a avec vous. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont de l'ambition? À main levée, là, mettons. Alors voilà. Alors, on a couvert le sujet. Tout le monde est ambitieux, 100%. Merci d'être là. On est rassemblés cet après-midi pour se parler d'ambition, puis curieusement des obstacles parfois sur cette route-là. Les obstacles qui se présentent à nous, peut-être comme femmes. On va aborder le sujet avec 3 femmes qui ont tout un bagage personnel, professionnel super intéressant. On ne se connaissait pas beaucoup avant d'être réunis aujourd'hui. On s'est parlé par téléphone, on s'est rencontrés tantôt. Puis on est c'est devenu très amical comme ambiance. Alors je vais vous les présenter, puis on va échanger de façon assez, je dirais, informelle, avec quelques thématiques qu'on s'est lancées, mais je pense que ça va venir du cœur si je me fie à nos échanges jusqu'à maintenant. Brièvement, je me présente, je suis Karina Lehoux, animatrice de métier, mais de passion d'abord et avant tout. C'est cette passion-là qui a fait qu'un jour j'ai fait le saut dans l'aventure de l'entrepreneuriat, puis ça ne s'est pas arrêté. Je dirige l'entreprise qui s'appelle Éclosion, animation professionnelle depuis un peu plus de 5 ans. Je viens ici à titre, oui, d'animatrice, mais aussi d'entrepreneur, avec le goût d'entendre d'autres femmes avec cet esprit-là entrepreneur nous parler de l'ambition. Et je ne vous cache pas que le sujet d'aujourd'hui est abordé aussi à la suite, peut-être des discussions, des réflexions qui ont suivi la publication du sondage qui avait été publié, réalisé par Léger. Un sondage qui avait été fait au mois de mai 2016, il y a 1 an et demi, sur l'ambition chez les femmes. Est-ce que vous êtes familière avec le sondage, avec les résultats qui ont été communiqués par les FEA? Oui. Donc, on va revenir sur certaines des données, peut-être pour alimenter la discussion. Puis, vous gênez pas si vous avez des questions par la suite. On veut vous entendre. Il y a un micro en salle. Là, vous connaissez la formule aujourd'hui. Je vous présente les dames qui ont accepté de partager. Puis elles ont tout un bagage. Elles m'ont permis d'aller avec quelques éléments clés de leur parcours, mais tout un bagage à chacune. Bonjour officiellement. Paulane Morin, d'abord. Bonjour, Paulane. Bonjour. En même temps, on teste les micros, c'est parfait. Paulane, qui fait partie de l'équipe R3D Conseil, comme vice-présidente, comme membre de l'équipe de direction de l'unité d'affaires ici à Québec. Et vraiment, c'est une carrière dans les technologies de l'information, plus de 30-35 ans dans cet univers-là. Moi, je suis facilement impressionnée parce que ça a tellement évolué juste dans les 5 dernières années. Alors, 30-35 ans, c'est énorme. Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation SEO pour les gens qui ont fait le bac, système d'information, détient le titre de conseillère en management certifié, également administrateur de société certifié, et toute une expertise à la fois en gestion de grands projets de transformation organisationnelle, des projets d'ingénierie d'affaires, intégration de systèmes d'information dans différentes entreprises. Donc, tu as travaillé dans le service conseil, la consultation très proche de la clientèle et en même temps, d'autres interventions en conseil stratégique. Actuellement, administratrice et membre du comité exécutif du CEFRIO. Le CEFRIO, qui est un organisme de recherche, d'innovation, on se disait, quand il y a des études qui sont publiées sur le commerce en ligne, à quel point c'est important maintenant, c'est souvent, ça vient du CEFRIO, ce genre de données-là. Exact. Et membre de plusieurs conseils, ex-formatrice auprès du Collège des administrateurs de société également. Et je vais me permettre d'ajouter toujours avec vous une petite touche plus personnelle, maman également. Maman. Grand-maman. On peut pas croire ça, hein? Non, mais c'est pas arrivé à 12 ans. OK. Bien, on entrera dans les histoires plus personnelles et professionnelles tantôt. Merci, Paulane, d'être avec nous. Geneviève Babin. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Geneviève, qui est présidente directrice générale de l'entreprise Pro Santé, qui se spécialise dans les programmes d'aide aux employés, les fameux PAE. Geneviève, titulaire d'un baccalauréat aussi en administration des affaires à l'Université Laval, portion des études qui a été faite du côté de la Floride. Et depuis près de 20 ans, Geneviève, elle a travaillé dans plusieurs domaines, les médias,
l'automobile, le domaine de la construction, les technologies de l'information et les services professionnels parce que tu as été chez PwC comme directrice du développement des affaires pour le Bureau de Québec à partir de 2009. 2011, tu faisais le saut dans l'entrepreneuriat en achetant avec un associé le groupe Renault. Et par la suite, vous avez fait la... Oh! Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qui a fait ça? Un beau petit bébé là, qui vient participer. Je pensais que c'était une nouvelle sonnerie de cellulaire. Non, mais il en invente tout le temps des nouvelles. C'est important. Est-ce que c'est une fille? On veut savoir si c'est une fille. Good! Ah, ben là, c'est un bébé, il peut crier tant qu'il veut. Le cellulaire, j'aurais dit de le fermer, mais là... Geneviève aussi est maman, d'ailleurs. Oui, je suis maman, puis oui, Oui. Deux petits monstres. Alors, c'est pas des filles, on aura compris. Bon, je reviens à mes choses sérieuses. Mon Dieu, il fait déjà chaud, puis on fait juste commencer. Donc, l'achat du groupe Renault qui a été... en fait, il y a eu aussi l'achat de ProSanté en 2015, et là, vous avez fait le changement de nom, et depuis ce temps-là, c'est ProSanté. Tu as racheté ton associé tout récemment, au printemps, il y a quelques mois. Donc, seul actionnaire d'une entreprise en pleine croissance qui a doublé son chiffre d'affaires en quelques années à peine. Alors, tout ça, en peu d'années, ça a bougé beaucoup pour toi. Puis l'acquisition de l'entreprise en 2011, c'est arrivé à un moment particulier dans ta vie aussi. Bien, en fait, ça s'est fait le 1er avril 2011. Fait qu'on a bu du champagne toute la journée. Puis le 2 avril, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Quand on dit débuter une nouvelle vie... Comme je dis, le 3 avril, j'ai recommencé à parler. Parce qu'entre le 2 puis le 3, puis il y a eu 6 tests de grossesse, puis le 3, je me suis dit, OK, là, c'est vraiment 2 défis qui m'attendent. À travers tout ça, à travers ces défis-là, tu es bonne pour en relever plusieurs. Tu as relevé le défi de l'EFEA dans la cohorte de l'automne 2015. Oui. Et puis, en 2016, elle a été récipiendaire du concours Femmes en affaires de la capitale nationale organisé par le réseau Femmes en affaires. Bravo, Geneviève, Merci pour ça. Merci d'être avec nous. Et la troisième dame, Lucie Rousseau. Bonjour, Lucie. Bonjour. Lucie, qui est avocate de formation, membre du Barreau du Québec, titulaire d'un MBA en finance de l'Université McGill, diplômée également d'une mineure en psychologie de l'Université de Montréal. Et tu as toujours œuvré dans le domaine de la finance, donc au ministère fédéral des Finances, la Banque royale du Canada, la Banque nationale du Canada, un fonds d'investissement en tant qu'associé, et à la Caisse de dépôt et de placement du Québec comme vice-présidente placement privé. Tu as fait carrière à Montréal, Ottawa, Toronto. Actuellement, la carrière est davantage à Montréal. Il faut savoir que Lucie, depuis 2004, elle est coach exécutif et en 2009, elle a démarré sa propre firme de coaching, Unix Coaching. Donc, ce sera intéressant d'avoir aussi la perspective des hommes et des femmes à travers ton regard de coach expérimenté. Elle s'implique avec l'Association des femmes en finance du Québec. Elle a fait partie du comité de développement professionnel pendant plusieurs années, maintenant chef mentor du programme de mentorat. Et elle a reçu, elle aussi, dans les derniers mois, une reconnaissance lors du gala annuel de l'Association des femmes en finance du Québec, le prix Inspiration, à la fois pour sa carrière, pour son rôle de mentor, etc. Donc, bravo, Lucie, pour la reconnaissance. Puis merci d'être avec nous aujourd'hui. On peut les applaudir, ce sont nos trois dames. Lorsqu'on placotait de cet événement-là, l'une d'entre elles nous a dit « Ce serait le fun de retourner à la définition de l'ambition dans le dictionnaire. » Alors, je vous la lis en 3 temps. À vous de faire votre lecture, votre interprétation, puis je vous demande toutes les 3 de réagir à ça. Le Larousse nous dit que l'ambition, c'est le désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à quelque chose, avoir l'ambition de réussir. Deuxième définition, le désir ardent de gloire, d'honneur, de réussite sociale. Et la troisième définition, prétention à réussir quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me lance. Geneviève. J'y vais. Bien, moi, la première des choses que je remarque, c'est qu'on parle de social. Puis, je trouve que de nos jours, l'ambition, on parle beaucoup de l'ambition professionnelle. Hein? Bien, c'est sûr, on est dans un cadre aussi professionnel, mais je trouve qu'on en parle beaucoup sur un plan professionnel. Puis, je pense que l'ambition personnelle aussi est importante. En tout cas, moi, dans ma vie, ça prend beaucoup de place aussi. Je suis une fille extrêmement ambitieuse, mais à plusieurs
plusieurs niveaux. Fait que moi, c'est ce qui ressortait un petit peu de la définition. On a dit, ben, regarde, on ne s'arrête pas juste au point de vue professionnel, mais tu sais, c'est l'ambition à plusieurs niveaux de notre vie, dont le niveau social, personnel. Plusieurs facettes. Ouais. Très bien. Pauline? C'est peut-être l'effet de mon âge, ma génération, mais j'ai probablement un fond un peu judéo-chrétien. Hein? Alors, quand on parlait de l'ambition, c'était souvent lié beaucoup au volet monétaire, au volet pouvoir, beaucoup plus masculin. Alors, je me souviens d'avoir déjà dit à quelqu'un, non, moi, j'ai pas de l'ambition, je veux juste avoir des mandats stimulants pour me mettre, tu sais, un os qui a bien de la viande entre les dents. Et au fur et à mesure qu'on a regardé ça ensemble, j'avouerai que c'est venu me challenger un peu. Puis, pour le plaisir, je suis allée voir quel était le contraire de l'ambition. Hein? Là, je m'excuse, il faut que je mette mes lunettes. Ça aussi, ça fait partie de ma génération, probablement. L'humilité, la modestie, l'indifférence. Alors, je trouvais que c'est beaucoup de caractéristiques qui, dans ma génération à moi, où on ne voulait pas dire qu'on avait de l'ambition, on avait de la modestie vraiment mal placée. Mais je peux vous confirmer. Donc, être ambitieux, c'est l'inverse d'être humble. Donc, si tu... Bien, je pense que l'humilité, qui est caractéristique vrai. souvent des femmes, fait en sorte qu'on ne se mettra pas suffisamment en évidence, on ne croira pas à nos moyens, on va avoir envie d'être ambitieux, mais on ne passera pas à l'action. Ça nous amène probablement dans des comportements où on ne profitera pas des opportunités, parce que les opportunités, si on doute qu'il y en ait... il y en a des opportunités. Puis je pense qu'à l'heure du lunch, on l'a démontré aussi. Hein? Ça, c'était une autre piste aussi avec laquelle on avait un peu élaboré la première fois qu'on s'est parlé. Oui. Hein? Puis on va pouvoir y revenir, parce que ça, c'est un volet intéressant. Lucie, la réaction sur les définitions de l'ambition, ce que le dictionnaire nous propose? Bien, moi, je retiens de ça que la différence entre les gars et les filles, de ce que je vois, que j'ai vu comme gestionnaire et que je vois maintenant comme coach exécutif, c'est que les gars ont tendance à lire les 2 premiers volets de la définition. Pour les gars, l'ambition, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose qu'il faut s'approprier rapidement dans sa carrière. Et pour quelque chose que je ne m'explique pas encore, nous, les femmes, on a tendance à aller vers la définition plus péjorative. Désir immodéré de réussir, être un peu cocky, tout ça. Donc, je me dis qu'il faudrait peut-être retourner à la base de la définition, puis faire la paix avec ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas la réécrire, cette définition-là, d'une certaine manière? Parce que quand je vous entends, les définitions qui sont là nous collent un peu moins à la peau, on se sent moins proche de ça. On gagne peut-être à réécrire notre propre définition de l'ambition, puis même de l'élargir au-delà de la réussite professionnelle. Hein, avec ce que tu amènes, Geneviève, aussi, c'est de le voir multifacette, là, Ben oui, c'est sûr que je pense que l'ambition aussi va évoluer. Tu sais, on en parlait tantôt. Là, on va dire beaucoup, on en parlait tantôt parce qu'on s'est parlé un peu pour se préparer, mais c'est sûr que l'ambition va aussi évoluer dans le temps, hein, beaucoup. On n'a pas les mêmes ambitions. Tu sais, moi, tu parlerais à la Geneviève d'il y a 10 ans ou la Geneviève de dans 10 ans. Mon ambition ou ma définition d'ambition serait probablement aussi très variable, très différente. On a des réalités qui sont différentes. Nos enfants n'ont pas le même âge. Donc, je pense que c'est une définition aussi qui évolue probablement dans le temps. J'aimerais ça vous entendre sur ce qu'on considère, si je me réfère au sondage qui a été publié sur les freins de l'ambition. Le premier élément, du moins celui qui est ressorti le plus fort, les femmes disaient à 35 « Bien, moi, mon ambition est freinée parce que je manque d'opportunités. Il ne s'en présente pas assez à moi, donc ça ne me permet pas d'aller là où je voudrais aller. » Parce que dans les faits, il y a quand même un très haut pourcentage. Je vous rappelle quelques chiffres parce que ça fait quand même 1 an. Moi, j'ai dû me les remettre en tête. Mais les femmes qui sont sur le marché du travail et qui ont été sondées, c'est 73 des femmes qui disaient « Moi, je me considère ambitieuse. » Donc, c'est quand même 3 femmes sur 4 qui se le considèrent. Mais en même temps, ce qui les bloque, c'est le manque d'opportunités. Est-ce qu'il y a un réel manque d'opportunités? Puis est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous en avez été témoin? Vous pouvez nous raconter des petits bouts si vous voulez. Est-ce qu'il y en manque d'opportunités? Écoute, en 35 ans, j'étais en technologie de l'information, ça débutait. Il y en a parmi vous qui ne savent pas c'est quoi une disquette, là. Moi, je m'en souviens très bien. Il n'en manquait pas d'opportunités. Puis si le moindrement, on était une fille avec de l'entre-gens, en technologie de l'information, on n'est pas toutes avec des trucs devant nos écrans, là, c'est pas ça. Mais je trouve qu'on manque beaucoup de confiance en nous. Il faut qu'on attende d'être parfaite, d'avoir toutes les compétences pour
oser appliquer sur un poste, alors que le poste, il faut qu'il présente des défis. Donc, on ne peut pas avoir tout si on veut qu'il reste encore un défi. Bien, je pense que ça a pris 35 ans, moi, pour que je comprenne ça vraiment, là. C'est ça que j'allais te demander. Ouais. Toi, dans ton parcours personnel, est-ce que c'est Ouais. arrivé des moments où il y en avait des opportunités, puis tu t'es dit, est-ce que je suis capable, je suis pas capable? Comment tu faisais face à ça? Ah, je me suis toujours demandé si j'étais capable, mais je carburais tellement à la complexité, c'était tellement intéressant que je disais oui, mais j'étais bien énervée. Mais tu disais oui. Oui, je disais oui, mais j'avais toujours un espèce de sentiment de syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'ils sont en train de voir quelque chose que j'ai que finalement, dans 6 mois, ils vont voir que je ne l'ai pas en tout? Puis finalement... Au fur et à... D'abord, tu travailles fort parce que, justement, tu veux pas avoir l'air folle, puis tu veux tu veux quand même développer tes compétences puis rencontrer les objectifs. Et de là, l'humilité aussi. Hein? Mais, à un moment donné, la raison finit par prendre le dessus, puis tu finis à regarder ton CV qui s'accumule, à regarder en arrière, puis à dire, écoute, ça fait 5 ans que ça marche. Je devrais être bonne pour que ça marche encore une autre année. Puis aujourd'hui, je dis, ça fait 35 ans que ça marche. Ça devrait marcher encore une autre année. Puis ceci étant dit, à un moment donné, tu te raisonnes parce que la moyenne au bâton n'est pas de 100% pour personne. Mais ça prenait ce petit discours-là interne, il fallait se dire, je suis bonne, je suis belle, je suis capable. Oui. Hein? C'est Il y a ça. un peu de ça, des fois, qu'on doit se dire, mais ça marche. Ça marche. Ah oui, ça Faut se le marche. dire. Geneviève? Faut se le dire. Écoute, moi, en tout cas, j'ai eu toute une histoire ce printemps. J'ai racheté mon associé, puis c'est une situation qui n'était pas évidente. Puis à un moment donné, il y a des gens aussi ici dans la salle qui ont été témoins de tout ça. À un moment donné, il a fallu que je me dise, OK, là, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, là. Tu sais, puis là, je me craquais, puis je parlais à mes amis de filles. Puis là, j'en ai une couple, là, vraiment, que je leur dois beaucoup. Puis ils me disaient, Geneviève, envoyez, on est toutes derrière toi, t'es capable, t'es pas moins bonne que lui. Puis tu sais, il a fallu, là, puis je n'ai pas le syndrome de l'imposteur d'habitude. Mais il y a des moments dans ta vie où peut-être tu l'as plus que d'autres ou d'autres domaines que, bon, parce que là, je reprenais l'entreprise par moi-même, puis je faisais des tâches que j'avais jamais faites. Bon, j'étais plus au développement. Là, je faisais toute la gestion d'entreprise. Fait qu'il a fallu que je me craigne, que je parle à ma coach aussi professionnelle, qui me dit, ben, tu sais, elle m'a raisonné aussi, elle m'a aidé. Puis à un moment donné, je dis, OK, go, je fonce. Puis ça a été la meilleure décision professionnelle de ma vie, puis jamais je le regretterai, tu sais. Mais je l'aurais regretté si je l'avais pas faite, par exemple. Ça, je l'aurais regretté. Puis là où tu avais un inconfort, c'était de sentir que certains éléments de compétences, d'habileté, que tu disais, j'ai peut-être pas assez fait ça pour pouvoir le faire dans mon entreprise. Est-ce que c'est ce que je comprends? Parce que, de compétences, c'est ça. Manque peut-être de connaissances en finance. Je sais qu'il y en a ici qui en ont beaucoup. Moi, j'en avais moins. Ouais. Donc, vraiment des compétences complémentaires qu'on avait, mon associé et moi. Alors là, je me retrouvais sans lui. Mais bon, j'étais allée me chercher de l'aide et puis OK. j'y suis arrivée. Mais ça aussi, c'est intéressant. Comment tu y es arrivé? Comment tu es passé du moment où tu disais, je suis pas certaine, là, les filles t'appellent tes chums, je suis pas sûre, à gauche fonce. Donc, ça a été ton entourage qui a eu une influence. Parce que ces clés-là sont importantes aussi. Je pense qu'on gagne à les partager. Bien, c'est comme la minute, parce que moi, ça a été une situation de shotgun. Donc, il fallait que je me décide là pour racheter mon associé. J'ai reçu le shotgun, puis tout de suite, mon ambition a dit « Ah, ben... » C'est venu du cœur. Je dirais pas ce que je me suis dit dans ma tête. Hein? C'est un peu vulgaire, mais je me suis dit « Il m'aura pas de même, lui, c'est pas vrai. » Fait que mon ambition s'est réveillée, puis là, après ça, je me suis dit « Oh, mais comment je vais faire ça? Je vais-tu être capable? » Là, mes doutes ont embarqué, tu comprends? Oui. Donc, mais vraiment, mon intuition, ma première ambition, c'était go, 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 fonce. Puis après ça, les doutes ont embarqué et là, je me suis raisonnée. Bon, là, j'ai appelé mes banquiers, mes conseillers, etc., trouver de l'aide, m'entourer, m'organiser. Puis j'avais 30 jours pour trouver le financement puis le racheter, là. Ouais, Je l'ai fait en 28. Bravo! Bravo! La solidarité féminine. Il y en a un qui a sous-estimé mon ambition là-dedans. Et puis là. Puis tantôt, je veux qu'on reparle d'un élément, là, je le garde, mais tout ce qui est la force du réseau, si tu l'as effleuré, puis je pense qu'il y a une clé là-dedans, on va s'en reparler. Le manque d'opportunités, c'est un fait, Lucie, ou c'est une perception de notre côté? Bien, moi, c'est très clair de ce que je vois aujourd'hui. L'obstacle numéro 1, c'est vraiment le manque de confiance en soi.
Le deuxième, c'est la culture corporative masculine. Ça, je pense que dans le monde de la finance, il est encore là. Il faut en être conscient. Mais le manque d'opportunités, je parlais avec certaines collègues qui sont à la direction de certaines organisations. Les opportunités, elles sont là. Quelqu'un disait tantôt, une de vous deux parlait tantôt du syndrome de l'imposteur, et je pense que je leur disais tantôt qu'il y a quelque chose, on a un logiciel qui est différent pour les gars et pour les filles. Et dans ce logiciel-là, il semble que, en général, on se sent imposteur. Parfois, on a des moments de confiance en nous, mais on revient rapidement dans l'imposteur. Ce qui fait qu'on a un syndrome. Les gars sont différents. Ce que j'observe comme coach, c'est que pour les gars, en général, la base, c'est la confiance. Ils ont des moments où ils se sentent imposteurs, mais ils reviennent dans la confiance. Quand on parle du syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un syndrome qui est féminin. Puis tu demandais tantôt le wake-up. Moi, j'ai eu un moment là, d'illumination dans ma vie. J'étais à la caisse de dépôt. J'étais vice-présidente par intérim. Et ça faisait des mois que je travaillais fort pour le poste. Puis je pense que je faisais tout ce que j'avais à faire. Et j'attendais que mon patron allume. Oui, c'est ça. Qui se reconnaît pas? Et j'attendais, puis ça faisait 8 mois que je faisais ça. J'avais tout bâti, les budgets et tout ça. Mon équipe me suivait et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, un gars, j'ai dit, je comprends pas, je l'ai pas. Et il m'a dit, l'as-tu demandé? Et là, j'ai dit, ben, je le fais. Pourquoi je le demanderais? Bien, il a dit, je veux pas te faire de peine, mais sur le marché, ils sont en train de chercher un vice-président. Alors là, j'ai allumé. Et là, j'ai fait, OK, là, j'ai compris la game. Et là, évidemment, avec un minimum d'humour, parce que ça prenait ça, j'ai accroché le patron de mon patron en riant, puis j'ai dit, écoutez, moi, je vous le dis, je lève la main. Là, ça paraît pas, mais ça fait 10 mois que je fais la job. Si jamais vous avez envie de me la donner, je suis disponible. Mais vraiment, honnêtement, un peu tout croche, là. Et, mais tu l'as fait pareil. Je l'ai fait pareil. Et croyez-moi, si vous voulez, mais la semaine après, je l'avais. Yeah! Ouais. Mais applaudissez pas, j'ai attendu 9 mois et demi. C'est pire qu'un accouchement. Ça doit arriver souvent, Lucie. Tu as travaillé dans des grandes organisations très hiérarchisées, structurées. Vous avez toute cette expérience-là. Puis vous avez vu des femmes probablement qui, justement, se sont retenues ou peut-être se visualisaient même pas atteindre ces postes-là. Hein? C'est une chose de dire je l'ai par intérêt, mais je me vois le faire pour vrai. Est-ce qu'on on se bloque beaucoup nous-mêmes? Il faut se déprogrammer, se reprogrammer? Je pense que honnêtement, on ne s'entend pas se saboter. Moi, je coach beaucoup de gars, beaucoup d'exécutifs des hommes, mais je coach aussi des femmes qui ont tout ce qu'il faut pour devenir exécutives. Et une autre différence entre un gars et une fille, c'est souvent le poste s'ouvre, les filles vont dire pourquoi moi, et les gars vont dire pourquoi pas moi. Et souvent, je travaille avec les hommes à essayer de leur montrer que dans une organisation, la diversité, c'est beaucoup plus riche. Mais je travaille aussi beaucoup à pousser les femmes à leur dire, écoutez, si vous ne prenez pas le risque d'appliquer pour ce poste-là, réalisez-vous que vous allez avoir quelqu'un de moins compétent que vous, probablement, pour vous diriger. Et ça, pour moi, c'est le plus gros risque. C'est intéressant. Parlez-moi donc un petit peu de l'importance de travailler en équipe, d'avoir l'esprit d'équipe. Parce que je me souviens d'une conversation, parce qu'il y a des conversations dans les chambres de hockey, mais il y en a dans les salles de bain des femmes aussi. Puis, puis de parler avec une associée d'un bureau de comptable d'ailleurs, puis on parlait de ça. Les gars, ça joue au hockey, c'est à 9 h le soir, ils sont dans le jeu au bureau, mais les gars les attendent, ils vont y aller, ils vont avoir une solidarité. Il y a une attitude on travaille en équipe et on va être solidaire quand il va y avoir des postes qui vont s'ouvrir, quand on va avoir des opportunités d'aller chez un client, de faire une proposition d'affaires. C'est pas juste des postes, mais c'est de développer une business peut-être. Ce que je pense plusieurs gars ont, est-ce qu'on a ça, les filles aussi? Ou encore, est-ce qu'on est en train de le développer avec des plus jeunes? Comment vous voyez ça? Est-ce qu'on a ça en nous? Moi, j'ai envie de vous l'amener un petit peu autrement. Puis c'est un patron qui m'a dit à un moment donné, il dit, tu sais, Pauline, il dit, t'as-tu déjà observé ça, toi? Il dit, quand vous êtes petit, là, il dit, les gars, il dit, ça joue au hockey, ça joue au soccer, ça joue en équipe, ça joue. Vous autres aussi, les filles, vous jouez. Mais c'est tous des jeux de responsabilité. Hein? Vous donnez à manger à votre poupée, vous la nettoyez. Il dit, j'aimerais ça que tu apprennes à jouer. Oh. Puis à partir du moment où tu dis, ça serait le fun que tu apprennes à jouer, bien là, à ce moment-là, c'est de tisser des liens, d'augmenter son réseau, mais
pas dans une question de amicale, de partenaire, d'entraide, pour le plaisir. Puis la vie m'a amené à toutes sortes de circonstances de bénévolat qui m'ont aidé à créer un grand réseau de gars, puis des réseaux aussi plus de filles, puis des réseaux mixtes. Et je ne m'étais pas aperçue jusqu'à tard dans ma carrière comment ça a été riche pour moi d'une multitude de façons. Puis c'est toujours ce que j'ai observé, puis un petit peu envié des gars, d'être capable de se retrouver dans la chambre de hockey, puis dans le vestiaire après. Puis la façon que j'ai trouvé un peu de remplacer ça, c'est d'aller jouer au golf. De jouer au golf, puis de partager quelque chose de le fun avec autant des femmes, autant des hommes, mais qui me permettait de passer du temps avec toutes sortes de personnes, autant les hommes que les femmes, puis un temps qui finit par être d'une belle qualité parce que c'est amical, tu passes 4 heures ensemble. Moi, ça a été mon moyen, mais qui a été très, très porteur quand je le regarde avec le recul. Mais le jeu est là, on joue au golf. Et là, vous voyez aussi l'attitude des gens face au jeu, au golf. Hein? Pour ceux qui jouent, ils savent ce que je veux dire. Parce que j'allais dire, on va jouer. Quand on joue, on a moins peut-être le désir de parfaitement réussir. Il n'y a pas toujours une finalité attendue. C'est plus de vivre l'expérience. On est ici aujourd'hui, on rencontre des gens, on discute, on entend, on partage des opinions. On joue, on crée des relations, on développe un réseau qui va nous ouvrir des opportunités. Je suis curieuse simplement, Lucie, de t'entendre. Tu nous disais qu'à la BBC, ils ont publié ou diffusé une vidéo qui parle un peu des stéréotypes garçons-filles. C'est que là, il y a une étude de la BBC qui a été mise sur les réseaux cet été. Puis là, on s'est obstiné entre nous parce qu'on n'y croit pas personne, mais c'est une étude, ça dure quelques minutes et ils ont pris 2 enfants, à peu près d'1 an, une petite fille et un petit garçon. Ils les ont déguisés, ils les ont switchés. Ils ont mis le petit gars en petite fille, la petite fille en petit gars, puis ils ont étendu sur un tapis toutes sortes de jouets. Ils ont fait rentrer un paquet de monde pour jouer avec eux autres. Beaucoup de monde là-dedans qui était sûr qu'il n'y avait pas de billets positifs, comme on pense tous qu'on a avec nos propres enfants en passant. Et l'étude a clairement démontré que quand ils pensaient que quand le petit gars était déguisé en petite fille, ben écoute, dans la plupart des cas, ils lui ont montré un toutou et les personnes sont arrivées pour jouer avec une poupée. Et quand ils pensaient que la petite fille était un petit gars, parce qu'il était déguisé en petit gars, ils ont montré une espèce de jeu spatial et un robot. Et à la fin, quand les gens ont vu l'étude, les gens ont dit « ben non, je pensais pas, c'est pas moi ça. J'ai pas ce genre de billet-là. » Ça fait que, tu sais, quand on parlait, j'écoutais ce midi, je disais, tu sais, tout le monde pense au plus profond de lui-même qu'on les a tous élevés pareil, mais je pense qu'il faut remettre ça en question puis être très vigilant par rapport aux filles aujourd'hui, tu sais. Toujours dans la notion de jouer, je pense que Geneviève, tu saurais peut-être nous partager ta perspective là-dessus, mais l'expression « play to win », dont on a parlé entre autres dans les FEA, la prédisposition mentale, la posture mentale, hein, Sophie Brochu a appelé ça comme ça, « play to win ». Qu'est-ce que vous pensez de cette expression-là? Est-ce qu'on est là-dedans, les filles? Est-ce qu'on est meilleur? On s'en parle, là, donc j'imagine qu'on a place à amélioration. Ton avis sur le sujet? Bien, moi, j'ai tendance à toujours jouer pour gagner. Mes amis te le diraient. Je veux dire, je suis fatigante dans les jeux de société. Là. Moi, si j'ai pas de chance de gagner, là, je joue pas. Là. Quand je joue, là, c'est vraiment pour gagner en général, à tel point qu'à un moment, il faut que je me slack dans ma vie professionnelle. Parce que comme je le disais tantôt, j'ai de l'ambition sur plusieurs niveaux, mais ça veut dire que mon ambition, à un moment donné, elle peut pas être au plafond à tous les niveaux. Il faut faire des choix. Comme aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas me faire les ongles parce que j'avais pas le temps. J'ai passé ce temps-là avec mes enfants. Tu vois, on ne peut pas tout avoir tout le temps à 100%, tu sais. Donc, ça pour dire qu'à un moment donné, tu sais, on peut se dire aussi que, en tout cas pour moi, l'ambition, tu sais, moi, je vois comme ma vie un peu 3 sphères. La sphère professionnelle, la sphère personnelle, puis la sphère sociale. Puis à un moment donné, dans le temps, bien, l'importance d'une de ces sphères-là, ou de ces 3 coins de triangle-là, puis là, comme vous voulez, mais il y a un coin qui va tirer peut-être un peu plus que l'autre. Fait que du côté professionnel, tu sais, je vais plus me donner à fond, puis là, le côté personnel, social va peut-être écoper un peu plus. Donc, je peux pas performer tout le temps à 100% dans tout, mais je fais des choix conscients aussi selon où est-ce que je suis dans ma vie. Puis c'est des choix souvent qui vont être temporaires, donc je vais étirer un petit peu plus un côté
pour un moment, mais après ça, il va falloir que mon équilibre revienne. Tu sais. Et c'est intéressant quand tu dis que c'est un choix conscient, c'est un choix assumé. Tu en es fière, tu en parles au micro devant 50, 75 personnes. Mais comment, est-ce que des fois ça a pu être tiraillant? Oui. Parce qu'on a un discours social, beaucoup d'articles, des trucs qui parlent de l'ambition, puis viséo, puis aller atteindre les postes, parce que les gars sont là, puis les filles, on devrait être là, nous autres aussi. Puis d'autre part, on a beaucoup d'articles et de gens qui discutent de « Hey, tout le monde, faites attention à votre équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, il ne faut pas tout mettre nos œufs au même endroit, il faut mettre du temps pour nous. » Des fois, en tout cas, moi, je suis entrepreneur, des fois, je me pose ces questions-là, jusqu'où je mets mes limites, où je définis mes objectifs, puis se positionner nous-mêmes là-dedans. Ouais. Est-ce que ça t'a amené à ce genre de réflexion-là pour toi aussi? Oui, absolument. J'ai été très, très tiraillée pendant très, très longtemps. Mais je te dirais que depuis que je suis seule actionnaire de mon entreprise, je suis beaucoup moins tiraillée, puis je fais mes choix à moi. Puis, il n'y a personne qui décide pour moi. Puis, j'ai pas non plus à me justifier nécessairement. Tu sais, oui, je donne l'exemple à mes employés. Je veux dire, je reste pas chez nous à m'occuper de mes enfants 7 jours par semaine, c'est pas ça. Mais je me sens pas forcée de me justifier à qui que ce soit. Je me suis, tu sais, moi, je suis en paix avec moi-même, puis c'est ça qui est important pour moi. Oui, puis je me souviens, tu me disais, j'ai clarifié mes objectifs, voilà vers où je vais. Puis je vais les rencontrer parce que tu l'as, ce sentiment-là d'ambition. Lucie, avec tous les gens qu'on rencontre comme coach, est-ce que le play to win, comment ça se vit, comment ça se travaille? Bien, moi, je pense que là où il va falloir peut-être un petit peu plus travailler, nous les femmes, c'est le play. Parce que même quand on joue sérieusement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à jouer avec beaucoup plus, être un peu plus ludique, s'amuser plus. Moi, je fais des ateliers sur les habiletés politiques pour l'Association des femmes en finance depuis quelques années parce qu'ils m'ont demandé, tu sais, comment tu fais pour développer tes habiletés politiques dans un monde où il y a une culture corporative masculine. Et je leur dis, il faut juste comprendre que pour un gars, la game, c'est amusant. Je dis pas que c'est drôle tout le temps. Mais c'est assez amusant. Ils aiment ça compétitionner, ils aiment ça gagner, ils aiment ça se coltailler. Ils sont rarement tiraillés, mais ils s'amusent. Et quand la journée est finie, c'est pour ça qu'on se surprend souvent qu'eux autres, ils sont capables de continuer à se parler après une journée difficile. Nous, les filles, je pense qu'on est un peu trop sérieuses. Et un des... Tu sais, quand j'ai gagné le prix Inspiration, ils m'ont demandé c'est quoi les conseils, mais je disais au fond, il faut assumer les choix qu'on fait, mais aussi il faut utiliser ce sens de l'humour qu'on a, puis se dire que c'est juste une game. Puis quand tu réussis un bon coup, tu réussis à avoir le poste, au lieu de faire « ouf, qu'est-ce qui va m'arriver », dire « yeah ». Et quand je coach des femmes, je leur dis souvent, quand tu as gagné, là, achète-toi un pouf, mets tes 2 pieds dessus, puis fais comme les gars, enfin, il était temps. C'est donc bien bon. Ça va nous... Il y a des images comme ça qui marquent, hein? Le pouf. Le pouf. Les gars, c'est le contraire. Quand je coach un gars qui a réussi à se rendre, là, honnêtement, là, c'est comme s'il arrivait avec son pouf. Il s'installe, les 2 bras en arrière, puis ils font « What's next? » Je la note, celle-là. Vraiment, elle est bonne. Je veux vous entendre sur l'importance du réseautage. Puis, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait qu'en théorie, c'est vrai que c'est une bonne chose. Dans vos vies, à vous, dans vos carrières, comment ça a pu vous être utile pour réaliser vos ambitions, quelconques soient-elles? Ou comment avez-vous utilisé votre réseau? Bien, c'est sûr qu'on a souvent tendance à utiliser le réseau quand ça va pas bien. Hein? On rencontre une difficulté, il y a un client qu'on ne connaît pas, on aimerait savoir du feedback, la relation n'est pas nécessairement top. Puis quand on sait pas, quand on n'a pas le réseau, on ne sait pas à qui se tourner, puis on devient très, très, très démuni. Puis même, je pense que le biais des femmes, hein, on s'en parlait à notre rencontre à la fin du mois d'août, on ne l'utilise pas, notre réseau. C'est comme si, au moment où on a un temps difficile, on se replie sur nous et on oublie cette force-là du réseau. Alors, c'est sûr que si notre réseau, c'est juste des filles, bien, on va avoir l'avis juste des filles. Puis à écouter Lucie, d'avoir l'avis d'un gars, une fois de temps en temps, dépendamment de la situation, c'est précieux. Alors, d'être capable de se retourner vers notre réseau, puis en même temps, d'être capable d'utiliser les moments agréables, les moments de victoire pour justement accrocher notre réseau puis dire « Hey, ça a gagné, puis merci gang, vous m'avez aidé », parce qu'on n'est pas seul là-dedans. Là.
OK. J'ai une sous-question, mais je vais vous laisser répondre, puis je vais revenir sur autre chose après. Geneviève? Bien, écoute, moi, mon réseau, ça fait longtemps que je le développe, mais ça se fait naturellement parce que j'aime les gens. J'ai toujours aimé sortir, rencontrer du monde. J'étais impliquée dans une chambre de commerce étant jeune. J'ai rencontré beaucoup de monde, fait que ça n'a jamais été forcé. Par contre, au moment où j'ai eu besoin d'aide à plusieurs niveaux ou de contacts ou de conseils, j'ai jamais hésité à solliciter un dîner pour parler d'une situation, pour appeler, justement, j'en parlais tantôt, mais appeler des gens pour avoir des contacts. Bon, là, je cherchais quelqu'un qui faisait de la comptabilité. Je l'ai trouvé, être ici dans la salle d'ailleurs. Donc, moi, mon réseau, vraiment, là, à plusieurs niveaux, il m'a vraiment, vraiment facilité la vie. Puis ça fait sauver du temps puis, aussi. sauver énormément de temps, puis trouver du monde compétent aussi. Donc, aider à réfléchir, hein? Aider à réfléchir, challenger, hein? Puis, tu sais, des fois, quand tu es chef d'entreprise, je veux dire, tu as ton équipe de travail, tu as tes employés, mais tu peux pas tout dire à tes employés. Il y a des choses qui se disent pas. Puis moi, souvent, je vais luncher puis je vais en parler. Il y a un livre qui s'appelle Never Eat Alone, tu sais, en voulant dire le temps, les midis que tu manges tout seul, bien, tu perds ton temps à quelque part. Là. Tu devrais manger avec quelqu'un puis développer quelque chose, puis apprendre puis discuter, ouais. Hein, tu vas être d'accord avec moi? Jaser. Voilà. Fait que je pense que c'est vraiment important de développer ton réseau. Très bien. Ben, moi, j'abonde dans ton sens. Mais je dirais aussi que le réseau, moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Je l'ai utilisé abondamment. J'ai aucun problème à abuser de mon réseau et j'ai aucun problème à ce que mon réseau abuse de moi. Oui. Et je dirais que les femmes, on offre notre aide, mais quand on est vraiment démunis, on a un problème. C'est pas un réflexe qu'on a souvent. On a peur de déranger. On aime ça aider. Mais on a peur de déranger. Et combien dans les organisations, je vois des femmes me dire, écoute, le poste est là, je pourrais peut-être appeler un tel, mais elle est occupée, je veux pas déranger. Honnêtement, je vais faire toujours le parallèle avec les gars. Les gars, c'est le contraire. Je le connais pas beaucoup, mais je vais l'appeler. Puis honnêtement, quand tu finis par aider quelqu'un, tu sais, quand quelqu'un te sollicite de l'aide, t'es content. Absolument. Tu l'aides, puis si ça a marché, c'est-tu valorisant? Absolument. C'est vraiment le fun. Puis je vais rajouter quelque chose qui me... Ça fait longtemps que je réfléchis à ça. C'est toute la question de quel genre d'aide on se donne, nous, les femmes. On déplore souvent dans les organisations que les gars s'aident entre eux autres, qui se pistonnent. Ils sont pas si bons que ça, mais ils s'aident, puis il y en a un pas trop compétent qui est rendu là. Parce que les gars, au fond, ils se font confiance généralement. Moi, j'ai vécu une histoire avec une de mes amies il y a quelques années, il y a plusieurs années de ça. On était en finance toutes les deux et j'avais besoin d'aide. Mais c'était ma très bonne amie. Puis un jour, on était en train de prendre un café et elle m'a dit, sais-tu qu'est-ce que j'aime chez toi? C'est que tu me demanderas jamais d'aide. Puis là, je l'ai regardé et j'ai fait, ben voyons donc. C'est le contraire. Tu me connais, tu sais comment je suis bonne, pourquoi tu m'aides pas? Puis elle me dit, ouais, c'est vrai. On n'a pas toujours le réflexe de se dire, elle n'est peut-être pas la meilleure avocate en ce moment dans ce secteur-là, elle n'est peut-être pas parfaite là-dessus, mais globalement, là, je la connais, cette fille-là, est-ce qu'on peut s'aider? Puis les gens qu'on croise sur notre route, je fais peut-être un petit bond sur ce que vous avez tout dit, mais les gens qu'on croise sur notre route, un jour, on ne sait jamais à quel moment ils ne peuvent pas revenir dans notre cercle pour nous aider. Vous devez l'avoir vécu au fil des carrières aussi, ou qui deviennent ressources pour nous aider à réaliser notre ambition, notre projet. Parce que tout le monde bouge d'une organisation à l'autre à travers leurs implications. Est-ce que vous pensez que les jeunes femmes qui graduent, qui sont dans la vingtaine, jeune trentaine, qui arrivent sur le marché du travail, est-ce qu'elles sont différentes en termes d'ambition? Est-ce que si on faisait le sondage de façon très pointue auprès de ce groupe-là, elles réagiraient de la même manière, elles auraient les mêmes freins, la confiance, le sentiment de manquer d'opportunité, ou on est ailleurs, on est en train d'arriver ailleurs? Je pense, tu sais, tantôt, je parlais d'ambition personnelle et tout. Je pense que les plus jeunes ont peut-être plus d'ambition personnelle aussi, beaucoup d'équilibre. On parle des nouvelles générations, que pour eux, il y en a beaucoup qui vont se partir à leur compte pour être un peu plus libres ou moins rentrés dans les modèles traditionnels qu'on connaît. Donc ça, c'est un peu différent. Je pense qu'il y a beaucoup de barrières liées à l'ambition féminine qui sont tombées par, entre autres, des mouvements comme l'FEA. C'est sûr que ça aide aussi à faire tomber les barrières puis à réveiller les ambitions chez les gens puis se faire réaliser. On en parle plus aussi. On est moins gênés de ça. Exactement. Ouais. OK.
Par contre, j'espère qu'elles vont se débarrasser de l'espèce de syndrome où il faut qu'on soit bon dans tout. Hein? Il faut qu'on soit bonne à la maison, bonne avec les enfants, bonne au bureau, être top tout le temps. C'est impossible. Hein? T'es on. À un moment donné, il faut faire des choix. C'est des choix déchirants. Puis j'espère qu'elle commence dans la vie en étant très consciente de ça. Il n'y a personne qui est parfait. Puis ça n'a pas besoin. Il n'y a personne qui va voler la poussière dans la maison. Là. Ça fait que c'est pas grave. C'est pas grave. Mais les filles se mettent énormément de pression à être parfaites partout. C'est vrai ce que tu dis tantôt avant de partir. Moi, avant de venir ici, je parlais, j'avais une gang de filles. Moi, il y a beaucoup de filles au bureau qui mangeaient. Puis là, je disais, les filles, il faut que j'aille parler d'ambition féminine. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Là? Puis là, j'ai ma petite Vanessa, là, qui est toute discrète d'habitude, qui est toute douce. Puis elle dit, nous, les filles, là, pour arriver au même niveau que les gars, là, ça nous prend encore plus d'ambition. Parce que nous autres, là, à la base, il faut tout être parfaite. Il faut tout faire, puis les enfants, puis la maison, puis ça. Puis après ça, il faut rajouter l'ambition par-dessus ça. Là. Tu vois que j'avais allumé quelque chose, tu sais. Mais en même temps, je trouvais ça vraiment cute. Puis dans les programmes d'aide aux employés, je pense que vous êtes de plus en plus sollicités, hein, parce que les gens, ils veulent réussir, ils veulent se dépasser, mais est-ce que ça n'a pas un revers? Oui, bien moi, je remarque que nous autres, dans les programmes d'aide aux employés, c'est sûr qu'on est en contact direct avec la détresse psychologique là, dans le milieu de travail. Puis ce qu'on remarque beaucoup, bien, d'abord, il y a des taux d'utilisation des programmes d'aide aux employés qui ont vraiment, là, dans à peu près l'espace de 15 ans, qui ont augmenté de 2 à 10 en moyenne. Donc, ça a beaucoup augmenté pour plusieurs raisons, là, à cause que aussi c'est moins tabou, à cause que il y en a plus des programmes d'aide, etc. Mais c'est sûr qu'il y a de plus en plus de pression en général, que ce soit homme-femme, pour réussir. Mais je lisais dernièrement, puis ça, j'y crois, que la détresse psychologique puis le taux d'invalidité chez les femmes est plus élevé qu'il n'a jamais été pour plusieurs raisons, parce que, justement, la femme, je pense que de par sa nature aussi, on ne peut pas aller contre notre nature. Bon, le rôle de mère, c'est propre à la femme, donc de par sa nature, la femme va justement faire beaucoup de choses par rapport aux enfants, à l'école, à la maison, la planification des repas, etc. Et par-dessus ça, va ajouter un travail plus exigeant qu'avant, justement à cause des rôles qui sont plus importants au travail. Moi, je vais me permettre de donner le point de vue des gars ici, si ça vous intéresse. Je n'ai pas inventé l'étude. Là, non, tu n'as pas inventé. T'sais. Absolument, je suis d'accord avec l'étude. Par contre, je vois comment les gars pensent. Et je vous dirais, il y a deux pièges que je vois. C'est que le premier, c'est que les gars qui sont jeunes, qui ont l'âge de certains dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, eux autres, ils ont compris que les filles se mettent beaucoup de pression. Les gars se mettent moins de pression, puis eux autres sont bien corrects avec moins de pression. Ils voient que les filles ont une pression, se mettent beaucoup de pression pour réussir. Ils veulent être les meilleures blondes, ils veulent être les meilleures professionnelles, les meilleures mères. Et je vais vous dire, ils regardent ça, là, puis des fois, ils disent, bon, mais coudonc, à un moment donné, elle va finir par lâcher. Parce que pour les gars, quand ils regardent les filles se mettre de la pression comme ça, ils voient la compétition qui s'en va. Ils disent, tôt ou tard, là, cette fille-là va finir par flancher. Fait qu'il faut juste être vigilante là-dessus, puis se dire que les gars, ils nous regardent. C'est pas méchant, mais ils voient de la compétition qui est en train de s'éliminer d'elle-même. Ça fait que moi, je dis aux filles plus jeunes, puis j'ai deux filles, j'en ai une de 25 et une de 27, je leur dis, les filles, arrêtez de vous mettre de la pression. Mettez-vous moins de pression. C'est bien correct s'il y a des choses que vous ne faites pas de façon parfaite. Et j'ai fait une rencontre d'un paquet de filles pour justement étayer si je savais que je m'en venais ici. Puis qu'est-ce que les filles de cet âge-là m'ont dit? Ils m'ont dit, savez-vous quoi? Aujourd'hui, je pense que c'est presque pire que dans notre temps, en tout cas dans mon temps à moi, parce que les réseaux sociaux sont impitoyables pour les filles d'aujourd'hui. Les jeunes, là, les comparaisons sont à l'infini entre elles. Pinterest, là, il y a le marketing, tout le monde a récupéré ça et les filles sont victimes de ça. Et ça, là, mais le message d'espoir, il vient peut-être des dirigeants plus âgés, c'est que les dirigeants plus âgés, ils se la posent la question sur vous autres, sur nous autres. Ils se disent, comment ça se fait que j'engage Véronique et Paul et que Véronique, elle se tue au travail? Alors que Paul, il fait une très bonne job. Et ils ont la perception qu'on se tue au travail. Ils en profitent à court terme, mais eux autres aussi commencent à être préoccupés du fait qu'on se tue au travail et ils ne demandent pas ça. Fait qu'il faut juste garder en tête, quand on vient pour fermer la lumière le soir à 9h15, quand les gars sont partis prendre une bière, de se demander est-ce que c'était vraiment nécessaire? Oui. Il faut garder notre santé dans tout ça. On peut avoir de grandes ambitions, mais si on y laisse notre santé, hein?
Oui, puis tu sais, il faut accepter à un moment donné, il y a peut-être une couple d'années que c'est difficile, puis il faut qu'on mette nos priorités ailleurs, mais 2 ans sur une carrière, c'est rien. Alors, il ne faut pas penser que la vie est finie. Au contraire. Oui. Tu sais, on prend du recul, ça nous permet d'aborder les choses un petit peu autrement, puis de repartir ça quand le mauvais moment est passé. Hein, ça prend une bonne conscience, probablement d'être entouré de gars, d'avoir ce genre de discussion-là. Aujourd'hui, on la tient, puis on est essentiellement des femmes dans la salle, puis c'est correct de s'en parler en même temps, de se challenger avec des gars de façon ouverte sur l'ambition. Il y a certainement des éléments qui peuvent ressortir comme ça, qui vont alimenter nos réflexions et nos comportements. Puis, tu sais, si on se disait, c'est pas les opportunités qui manquent, alors, hein, tu donnais l'observation, il faut dire qu'est-ce qu'on veut faire. Mais une fois l'avoir dit, là, s'il se passe rien, là, pas le seul employeur sur la planète, hein, vous avez le droit de changer de place. Tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi, il faut se mettre à l'évidence. Souvent, les filles, on va dire, « Ah, ben c'est parce qu'ils l'ont pas vu, c'est parce que je l'ai pas assez démontré, c'est parce que j'ai pas été assez ci, assez ça. » Regarde. À un moment donné, là. Oui. Dans on peut aller minutes, voir ailleurs. Je veux pouvoir ouvrir les micros parce qu'on aimerait ça aussi vous entendre. Vous pouvez réagir ou poser une question là, à votre guise. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. J'aimerais ça vous poser une question peut-être plus personnelle à chacune. Vous êtes 3 femmes qui sont ici aujourd'hui pour parler d'ambition parce que vous avez réussi de différentes façons dans vos vies personnelles, professionnelles, puis on avait le goût de vous entendre. Est-ce qu'il y a une personne, un moment, quelque chose, quelqu'un qui a eu une influence sur vous, sur votre personnalité, sur votre façon de vous prédisposer pour vous être ouverte aux opportunités puis à bien gérer votre carrière? Des fois, un petit truc, une petite recette magique, une personne dans votre parcours de vie. Il y en a plusieurs. La première qui me vient en tête, c'est mon père, depuis que je suis petite. Que mon père, nous autres, on était 3 filles. On est toujours 3 filles chez nous, là. on est 3 filles chez nous, puis mon père nous a toujours dit... tu ne dépendras jamais de personne pour ton bonheur. C'est toi qui vas faire ton bonheur. Envoie, fonce, tu sais. Attends après personne. Puis ça, moi, ça m'est toujours resté parce que moi, j'ai une devise depuis longtemps, c'est le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Quand t'en veux, tu t'en fais. T'attends pas après personne. Tu comprends? Fait que ça, moi, ça m'a suivi toute ma vie, puis j'ai toujours agi comme ça. Puis j'ai toujours, tu sais, tu parlais tantôt de, bon, si l'opportunité n'est pas là, elle est ailleurs. D'ailleurs, il y a un excellent livre là-dessus qui a aussi changé ma vie, je pense, c'est Who Moved My Cheese. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, hein, mais qui a piqué mon fromage. Qui a piqué mon fromage, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, moi, je pense que ce mindset-là qui part depuis que je suis petite, ben ça a fait que j'ai toujours considéré que j'étais maître de mon destin, de mes ambitions. Puis je suis toujours allée au bout de mes ambitions. Tu dis tantôt, vous avez réussi. Moi, pourquoi je considère que j'ai réussi? C'est pas une question monétaire ou quoi que ce soit. Je considère que j'ai réussi parce que je suis allée au bout de mes ambitions. Puis jamais j'aurai des regrets sur ce que j'ai fait. Jamais. Tu sais, je vais peut-être reculer puis regarder en arrière et dire « Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça différemment ou quoi que ce soit. » Mais je suis vraiment toujours allée au bout de mes aspirations. Ben, bravo. Paul-Anne? Ben, écoute, tu parles de ton père. On va être un petit peu dans la même lignée. Je pense que nos parents ils ont bien de l'influence. Écoutez, moi, je suis une enfant des premiers divorces des années 70. Puis je ne sais pas si Hélène Gosselin dans la salle, mais ce qui m'a... quelqu'un me posait la question, un journaliste il y a une dizaine d'années, « Qu'est-ce qui vous a motivé, Mme Morin? » Ben, je disais, écoute, moi, j'ai vu ma mère là, tomber en situation précaire financière et je me suis promis que jamais ma situation financière dépendrait de personne, mais en même temps, j'ai un boss qui m'a rappelé qu'il fallait que j'aille du fun puis que je joue. Fait que je vous dirais que ces 2 éléments-là, ça a été pour moi très, très porteur. Merci du témoignage. Lucie? Bon, ben, puisqu'on est dans la psychanalyse, je vais y aller avec mes ancêtres. Moi, je viens d'une famille où mon père voulait qu'on soit avocat ou médecin pour épouser un avocat ou un médecin. J'avais ma mère en arrière qui disait « Hey, oublie ça. Les filles, faites ce que vous avez à faire. » Et par chance, on est 5 enfants, puis je disais « Il y en a quelques-uns qui ont compris le message de mon père, malheureusement, puis on a vu les autres qui ont compris le message de ma mère. » Et la différence, c'est que je regarde aujourd'hui une de mes sœurs qui est restée vraiment avec le message de mon père. Ça a été une vie plus difficile, mais moi, j'ai entendu le message de ma mère toute ma vie. Alors, tu sais, ça nous rappelle, on est beaucoup d'entre nous, on est des mères, on est des tantes, on a des enfants, des neveux, des nièces. Il faut faire ce message-là, il ne faut pas le minimiser. Puis pour le reste, ben c'est quelqu'un à qui je parlais il y a très, très, très longtemps, qui m'a expliqué que
je pense que c'était les premières fois que j'allais à un conseil d'administration, puis qu'il m'a dit, fais attention au conseil d'administration. Qu'est-ce que les gars pensent des filles dans les conseils d'administration? C'est quand les filles rentrent dans le conseil d'administration, le fun sort. Oh! Oh! J'ai dit, message reçu, merci. Je suis arrivée, moi, je m'en venais comme une fille, là, avec mes affaires, puis j'espère que ça va bien aller. J'étais toute énervée, je suis rentrée, j'ai tiré mes affaires, j'ai pris mon espace, puis j'ai dit, OK, c'est de même que ça marche. Puis ça a été ma première expérience, puis là, je pense que j'avais compris. Ça a-tu été le fun? Absolument. Ah. Et je me suis beaucoup amusée. Alors, il faut l'essayer. L'essayer, c'est l'adopter. Merci. Écoutez, on va continuer à jaser, mais je veux vous applaudir. Vous avez été très généreuse. Merci. Ben oui, vous avez eu du fun, hein? C'est parfait. Écoutez, le micro est là. Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça? Comment vous recevez ça? Comment vous le vivez? Ou des questions que vous avez sur la thématique? Alors, merci à toutes. Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, certainement. Danielle Ferron, je suis avocate chez Langlois. Et votre dernière question m'interpelle parce que c'est vrai que nos parents ont un rôle très important à jouer. Vous avez parlé du réseau. On n'a pas parlé beaucoup de coaching ou de mentorat, par contre. Mm-hmm. Et là, parmi les personnes qui m'ont influencée, bien, on a Lucie aujourd'hui, qui a changé la donne pour plusieurs des femmes en finance, au moins à Montréal, un peu partout, mais surtout à Montréal. Alors, j'aimerais vous entendre sur vos expériences, justement. Bon, on parle de réseau. On parle de conseil d'administration personnelle, on parle de coaching, on parle de mentorat. À travers notre carrière, il y a des moments où on a besoin d'aide. Est-ce que vous avez eu à utiliser des techniques de mentorat ou de coaching? Est-ce que Geneviève te voit réagir? Oui, surtout coaching. J'ai une coach. On ne se connaissait pas, donc j'ai une coach qui est extraordinaire. Et puis, elle m'a aidée dans mon rôle comme gestionnaire, mais surtout, elle m'a beaucoup aidée quand j'ai racheté mon associé. Et puis, c'est elle, le matin, là, je parlais pendant une heure, puis là, c'est elle qui m'aidait à me raisonner, puis à dire, regarde, t'es pas plus niaiseuse qu'une autre, t'es capable de le faire, voyons donc, tu sais, pourquoi, tu sais, puis qui me faisait comprendre que finalement, c'était moi qui me fixais mes propres limites, puis qu'il n'y en avait pas de problème, il n'y en avait pas d'obstacle, c'était tout dans ma tête, là. Donc, une coach, ça a été utile pour toi pour faire ta décision finale, te donner la confiance qu'il fallait. Puis ça m'a rassurée de me dire, bien, s'il arrive quelque chose, elle va toujours être là pour moi, tu sais, elle va toujours m'aider. Fait que c'est rassurant pour moi. Est-ce que tu as déjà fait appel à du mentorat quand tu as débuté comme entrepreneur? Tu avais un bout de métier de fait, mais est-ce que... Pas directement, pas officiellement. Ouais. C'est sûr que dans mon réseau, j'ai beaucoup d'entrepreneurs à qui je posais des questions. Donc, peut-être qu'ils agissaient un peu à titre de mentor, mais c'était pas du mentorat organisé, là. Mais informellement, mais il y en avait donc. Informellement, oui. OK. Pauline? Bien, je dirais que dans mon domaine en consultation, on est beaucoup en clientèle. Alors, les collègues deviennent souvent, puis les plus âgés, les plus expérimentés, sont souvent des mentors au fur et à mesure. Alors, les rencontres de bureau favorisent beaucoup ça, mais c'est comme le réseau, faut en faire appel, ils sont là. Donc, ça a été très officieusement à l'interne, mais à certains moments clés, là, quand je vous disais à un moment donné, les affaires se passent pas, il faut qu'on sorte, bien, moi, c'est un coach qui m'a dit, garde là, ça marchera pas, sors de là. Alors, puis je vous dirais, j'en ai eu 2 dans ma vie, dont une qui est présente dans la salle, et qui nous aide à un moment donné à sortir du cercle vicieux d'une conversation qu'on se fait dans notre tête, puis qui roule, puis qui est toujours pareil, là. À un moment donné, le coup de pouce pour vraiment professionnel, pour voir ça autrement, pour prendre un peu de distance et comprendre qu'il y a des possibilités différentes. Lucie, c'est une belle reconnaissance de Danielle, vraiment, bravo. Je la reconnais, là. Mais je peux mentionner aussi que j'ai fait l'expérience moi-même, parce que quand j'étais gestionnaire, je pensais que j'étais une très bonne gestionnaire, puis je pensais que je me connaissais bien, et c'est des gens, des amis qui m'ont dit, écoute, peut-être que tu devrais aller voir un coach. Alors, j'ai fait la démarche moi-même, je me suis fait coacher en cachette à l'époque, parce que c'était pas très populaire, mais ce que je retiens de cette expérience-là, c'était une chose que je dis souvent aux femmes, c'est qu'on
les gars connaissent bien leurs forces, les gars connaissent bien leur socle, dans quoi ils sont bons, et on a cette tendance, malheureusement, à ne pas bien se connaître. On a une bonne empathie, on a une bonne intelligence émotionnelle, nous autres, pour l'empathie, notre capacité à bien saisir les gens, mais nous connaître nous-mêmes, c'est peut-être le point de vigilance dans notre intelligence émotionnelle qu'il faut développer. Il faut apprendre à connaître nos forces, les endroits dans lesquels on est bonne. Je pense que je reprends un peu ce que tu disais, les endroits où est-ce qu'on a réussi. Moi, j'ai profité de cette expérience-là, puis là, j'ai appris à me connaître. Et ça rend la vie tellement plus facile, parce qu'à chaque fois que tu viens pour douter de toi et que tu te sens imposteur, bien, tu reviens dans ta base, puis tu te dis, écoute, j'ai accompli ça, je suis comme ça. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est... Aujourd'hui, je suis à l'Association des femmes comme je suis en charge du programme de mentorat au niveau des mentors. Et si je l'ai fait, c'est parce que je sais à quel point c'est précieux dans la vie d'avoir des gens qui t'écoutent et qui n'ont pas de jugement par rapport à toi. Alors, j'en profite pour vous dire que l'Association des femmes en finance est en train de fermer bientôt le programme de mentorat, la 5e édition. On cherche des mentorés à Québec. Si ça vous intéresse, c'est bénévole. On a fait ce programme-là avec des hommes et des femmes, justement pour provoquer une diversité, même dans le groupe des mentors. Alors, pensez-y, il y a encore quelques jours pour appliquer. On a une mentor dans la salle ici. Et Pauline d'Ambroise et ces gens-là de Québec que vous connaissez sont mentors dans notre programme de mentorat. Profitez-en, faites-vous ce cadeau-là. Je comprends donc. Elle était bien placée dans le contexte, c'était parfait. On a besoin d'entendre ça. D'autres questions? D'autres réactions? Oui? Bonjour, merci à toutes. C'est vraiment très, très intéressant. Je me présente Joanne Auger chez BCF, avocat d'affaires. Je voudrais juste, en fait, partager avec vous, en revenant aux définitions du début sur l'ambition. On a parlé d'humilité et je voulais juste relayer ou partager des paroles que Dominique Anglade, je l'ai entendu prononcer plutôt dans le courant de l'hiver. Elle s'adressait à une foule mixte, mais j'ai trouvé que ça s'appliquait beaucoup à nous, les femmes. Alors, elle a dit « L'humilité en affaires a sa place, mais pas la modestie. » Alors, je trouve que ça mérite réflexion. Je voulais juste le partager avec vous. Merci, c'est bon. Là, on a un pouf, on a du sucre à la crème, puis on a une citation inspirante. C'est bon. Il y a des livres à lire. Ah oui, ça, c'est bon de se partager ça aussi. On va repartir avec déjà quelques suggestions. Bien, il y a 2 livres, moi, puis je l'ai beaucoup partagé, 2 livres que j'aime beaucoup. Il y en a un qui s'appelle « Play like a man, win like a woman ». Je l'ai dit à qui veut l'entendre depuis des années. Il est introuvable en français maintenant, mais ça a été écrit par une femme gestionnaire qui a compris la game puis qui nous a expliqué comment s'amuser. Puis il y a Lean In de Gail Evans, qui est aussi un breakthrough. C'est un classique. Je pense que quand on a des moments où on ne sait plus si on devrait continuer à avancer, on a des doutes, un de ces 2 livres-là, là, ça va vous réconcilier avec ce que vous êtes en train de faire. Merci. Moi, ça m'a réconciliée quand c'est un de mes collègues qui m'a appelé pour me demander conseil. Il venait de faire une gaffe avec un client solide. Puis il m'a dit, là, j'ai besoin de ton côté féminin. Bien là, c'était dans un moment particulièrement où j'étais particulièrement bien dans cette entreprise-là. Et là, j'ai réalisé à quel point c'était une entreprise qui était équitable pour les femmes, où on était vraiment d'égal à égal. Quand ton grand chef t'appelle et dit « Écoute, j'ai fait une gaffe, peux-tu m'aider? » Oui. C'était C'est une belle marque de reconnaissance, ça. Il faut savoir le reconnaître. Il nous reste une dizaine de minutes. Parfait. D'autres commentaires? Puis si vous ne voulez pas les dire au micro, je pense que c'est correct, à moins que vous me dites qu'on doit tout dire au micro pour l'enregistrement. C'est mieux pour que tout le monde entende. OK. J'en ai peut-être une. Je vais oser la poser, en fait. Simplement vous présenter pour le bénéfice de tout le monde. Nathalie Hull. J'ai pas les statistiques, mais j'ai entendu quelque chose dernièrement qui m'a un peu choquée parce que c'est pas mon cas. Hein? Moi, j'ai eu un homme à la maison avec les enfants. J'ai été bien chanceuse. Puis je peux vous dire, dans ce temps-là, c'était pas très bien vu. Mais j'entends encore que les hommes n'accepteraient pas avoir une femme qui gagne un revenu plus élevé. Est-ce que c'est d'actualité? Je ne le sais pas, mais je l'ai entendu encore, puis ça me choque à chaque fois. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ce gars-là, épousez-le pas. Non, j'allais dire, moi, j'en connais qui l'acceptent, là, mais... Le conseil de la coach. C'est un conseil de tu sais, les réseaux sociaux, là, puis tous les... tu sais, au fond, il y a beaucoup de moyens de trouver des gars sur les réseaux sociaux maintenant. Bien, écoutez, posez cette question-là, puis quand ils vous répondent « oui, sauvez-vous en courant », c'est des erreurs de base à ne plus commettre.
Il y a 30 ans, ça m'est arrivé de ne pas être capable de parler de mon augmentation de salaire parce que ça ne ferait pas l'affaire. Je ne sais pas aujourd'hui, là, mais n'en demeure pas moins que le moindrement, puis vous devez le sentir, le moindrement qu'on a de la drive. Moi, j'ai été célibataire à quelques occasions dans ma vie, là, et on n'attire pas le même genre de gars. Je suis d'accord. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, je suis capable très pleinement d'assumer ma drive à la maison et de parler de mon salaire sans problème. Non, mais je suis en train de réfléchir. Oui, j'ai été célibataire longtemps, puis c'était probablement, je pense, en tout cas, c'était à cause de ça. Peut-être pour d'autres raisons que je connais pas. Mais non, entre autres, je me suis déjà fait dire par un de mes cousins, tu sais, qui voulait m'aider. Il dit, tu sais, Geneviève, il dit, tu déplaces de l'air, là. Il dit, ça intimide beaucoup de gars, là. Vraiment, j'étais pas malheureuse avec ça, là. Puis finalement, j'attendais pour le bon. Hein? Mais je pense que oui, effectivement, ça change. Ça intimide certains gars qui recherchent pas ça. Là. Mais un message que je voulais passer, moi, au niveau plus des technologies de l'information, il y a beaucoup de femmes, c'est un milieu qui est profondément humain. On a toujours l'image du gars avec sa tuque, là, avec les écrans, vous l'avez entendu ce matin. Mais faire la gestion du changement, accompagner un client à changer, on parle à du monde qui travaille. C'est très humain, il y a de la place pour les femmes en masse. Et je vous dirais, j'ai fait quand même quelques emplois. Il y en a un seul de toute ma carrière où j'ai senti que j'avais un plafond de verre. Dans tous mes autres emplois, j'en avais pas de plafond de verre. J'ai beaucoup d'hommes qui m'ont fait confiance, des confiances sur des dossiers où c'est clair qu'avec mon syndrome de l'imposteur, je ne me le serais pas donné. Mais puis beaucoup de femmes aussi qui sont présentes, particulièrement dans l'appareil gouvernemental, vous le savez, il y a beaucoup de gestionnaires féminines qui sont en place, il y a des postes très élevés, des femmes avec qui j'ai travaillé où on s'est fait confiance. On est dans un milieu, en tout cas, je parle de mon expérience personnelle en technologie de l'information où il y a énormément de place pour les femmes. Puis s'il y a dans un endroit où ça ne bouge pas, changer d'endroit, il y en a plein. Tu sais, on parlait des opportunités. Moi, peut-être parce que je coach beaucoup d'hommes qui sont des exécutifs, je veux dire, le momentum, il est là. On est dans une période où il y en a qui veulent vraiment contribuer pour essayer de faire un monde plus égalitaire. Puis il y en a d'autres aussi qui sont peut-être un petit peu moins sincères, mais l'époque fait en sorte qu'ils n'ont pas bien le choix d'ouvrir la place aux femmes. C'est pour ça que je dis que c'est pas le manque d'opportunités. Trop souvent, les hommes vont venir me voir, me dire, écoute, je suis en train de bâtir mon comité de direction, j'ai demandé qu'ils me trouvent des femmes, les femmes ne veulent pas appliquer. Alors, dites-vous que dans toutes ces organisations-là, puis je parle du monde de la finance que je connais bien, les opportunités, elles sont là. Alors, faites comme les gars, pourquoi pas moi? Risquer, oser, tu ne pourras pas te tromper s'il t'applique puis que tu as l'air d'avoir du guts. Il ne te demande pas d'avoir une expérience fondamentale. Il va juste donner une chance à des gens qui sont en minorité de prendre leur place dans les organisations. Puis je pense qu'il faut prendre cette chance-là. Puis est-ce qu'on peut se dire aussi que tout n'est pas défini pour le reste de la vie? Donc, s'il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre, allons-y, expérimentons-le. Puis si on est bonne, puis ça marche, puis on a du fun, on va retenir ça. Go, on continue. Si on sent qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'est pas confortable, que ça ne répond pas à nos objectifs, on est capable aussi certainement de communiquer, que ça nous convient moins, puis faire un changement. On disait tantôt, des fois, on a tendance à attendre le moment parfait, l'opportunité parfaite. Moi, là, j'ai acheté ma compagnie probablement au pire moment de ma vie, tu sais. Puis finalement, ça a bien fonctionné, je me suis organisée. Mais tu sais, si j'avais appris que j'étais enceinte 1 mois plus tôt, plutôt qu'un jour plus tard, ça aurait peut-être tout changé ma destinée, puis j'aurais pas saisi la belle opportunité que j'ai saisie. Puis, tu sais, je suis vraiment très heureuse de mon parcours, là, je le changerais pas, là. C'est un jour à la fois, une étape à la fois. Un jour à la fois, hein? On s'organise. C'est bon. D'autres interventions, d'autres commentaires? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Cathy Ing, je suis avocate en droit familial chez Véro Dufresne Avocats. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas à la fin de ma carrière, je commence, j'ai 25 ans. J'apprends à développer mon réseau, vous en avez parlé beaucoup, mais c'est tellement dur d'arriver dans un 5 à 7 qu'on ne connaît personne. Alors, c'est quoi vos trucs pour développer mon réseau? Le syndrome de l'imposteur, moi, c'est justement ça. Moi, je l'ai vécu, ce que tu me dis. C'est bon comme question, on se la pose toute. Hein? Bien, moi, faut que je réponde à ça parce que
moi, à un moment donné, je travaillais, je commençais, je devais avoir 20 ans, puis je me dis, bon, il faut que je développe mon réseau. OK. Fait que là, je dis, bon, j'ai une chambre de commerce de Québec, ça doit être une bonne place. T'sais. Ah, il y a un 5 à 7, je vais aller au 5 à 7. Fait que je rentre au 5 à 7, je vois du monde, je connais personne, je ressors du 5 à 7, je m'en vais chez nous. C'est exactement ça que j'ai fait. Là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je dis, au 5 à 7, il y avait du monde à l'accueil. Eux autres, ils parlent à tout le monde, tu sais. Fait que même s'ils connaissent personne, c'est pas grave, ils sont à l'accueil, tu sais, le monde leur parle. Fait que je suis allée sur le site de la Jeune Chambre, j'ai trouvé des coordonnées, j'ai appelé. J'ai vu qu'il y avait un comité pour l'organisation des 5 à 7. Fait que j'ai embarqué dans le comité, puis après ça, c'était moi qui étais à l'accueil au 5 à 7. Fait que je rencontrais tout le monde du 5 à 7. Tu sais qu'il était fatigant, je n'étais pas obligée de rester avec toute la soirée parce que j'étais à l'accueil. En fait, c'est carrément ça que j'ai fait. Moi, j'aurais le goût de répondre à ça. Puis avec le point de jouer, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne un défi de se dire, bon, mais le premier qui a échangé 4 cartes d'affaires. Et ça devient un jeu. Et comme vous, j'aime compétitionner. Alors, dans un cocktail, il y avait même un magicien. Alors, j'ai demandé sa carte d'affaires pour pouvoir avoir ma 4e carte, la première. Mais tout ça pour dire qu'il faut que ça devienne plaisant, il faut s'amuser, il faut s'intégrer dans les conversations. Puis, tout le monde a le même sentiment de dire « je connais personne ». Bien, on s'introduit « bonjour, je m'appelle un tel ». Puis la liste de trucs est longue. On pourrait en parler pendant une journée, là. Mais il y a des livres aussi. Moi, j'ai un livre là-dessus, « The Art of Small Talk ». Puis il y en a d'autres. En tout cas, chez nous, je pourrais les retrouver. Mais tu sais, il y a plein de petits trucs d'y aller avec quelqu'un aussi. Déjà, quand on est deux, bien, on a plus de pouvoir d'attraction un peu avec les gens autour, de ne pas hésiter parce qu'on vise les personnes qui sont seules aussi. Hey, puis on parle de la situation de « hey, on est tout seul, on est ici pour réseauter, on va... » Bon, moi, c'est Geneviève, tu sais. Puis bon, si la personne réagit mal, bien, c'est parce qu'elle n'est pas à bonne place, là, Colline. On est dans un 5 à 7 pour réseauter. Reste chez vous si tu veux pas parler à personne, tu sais. Non, mais c'est vrai pareil, tu sais. Mais je pense aussi... Ça va faire, oui, regarde, elle est d'accord avec moi. Mais je reviens aussi sur la question qu'on se met beaucoup de pression parce que toute la question du réseautage, on en parle beaucoup en coaching, dans les habiletés politiques. Et les femmes, souvent, vont me dire, écoute, de quoi je vais parler? Qu'est-ce qui va les intéresser? Mais je réponds tout le temps, essaie pas de trouver les bonnes questions, présente-toi puis demande-leur ce qu'ils font. C'est qu'on travaille trop fort. On travaille trop fort à essayer de trouver les bonnes questions. Puis là-dessus, moi, je pense qu'un des bons livres pour compléter, ça s'appelle « L'art de se faire des amis » de Dale Carnegie. C'est pas pour rien que le gars, il a été multimillionnaire puis il a ouvert des tonnes d'écoles. Et d'ailleurs, Barack Obama disait que quand il est arrivé à Washington, il a amené 2 livres. Le deuxième, je vous le dirai pas, vous me le demanderez. Mais le premier, c'est « L'art de se faire des amis ». Parce qu'il a dit, garde, pourquoi je m'épuiserais? Quand tu arrives dans un cocktail, lis L'art de se faire des amis, c'est un petit livre. Il va dire le secret de toutes les relations humaines, c'est intéresse-toi à l'autre. Et on travaille beaucoup trop fort. Puis l'autre truc que je dirais en réseautage, c'est à la longue, il faut réaliser qu'il faut aller dans des réseaux qui nous intéressent. Si tu t'en vas dans un réseau qui ne t'intéresse pas, ça va paraître, tu vas t'ennuyer. Va chercher quelque chose qui correspond à tes intérêts. Moi, la cause des enfants m'intéressait beaucoup, la cause des femmes m'intéressait beaucoup, mais je ne me serais pas vue dans certains types de réseautage, simplement parce que ça ne me tentait juste pas d'être là. Ça fait qu'identifiez les endroits qui vous intéressent. Si vous aimez la musique, allez dans des endroits où vous réseautez, parce que du réseautage, vous pouvez en faire partout. Je voulais juste ajouter, pour tantôt, j'ai amené plein de cartes d'affaires. C'est que si jamais vous faites le petit concours et qu'il vous manque une 4e carte, vous viendrez me voir. Merci. Peut-être un dernier tour. Un des secrets que moi j'avais trouvé, réseauter pour réseauter, là, tu sais, le 5 à 7, là, moi, c'était pas mon bag, pas pantoute, mais j'aimais ça. J'avais décidé d'œuvrer à Québec, puis j'ai décidé de m'impliquer dans ma ville. Alors, je me suis impliquée dans un paquet d'organisations qui n'avaient rien à voir avec les technologies de l'information. Ça fait que je rencontrais d'autres mondes. Je faisais des affaires que j'aime, souvent avec les enfants. Hein, les sports avec les enfants, ça fonctionne beaucoup avec les parents. Écoutez, vous dire aujourd'hui comment j'ai rencontré des gens super intéressants de toutes sortes de domaines qui sont devenus très précieux dans mon réseau. Alors, quelqu'un m'avait dit, il y a une 20aine d'années, « ben voyons donc, Pauline, tu perds ton temps. » Je voulais m'impliquer dans ma ville. Je comptais ça à Lucie tantôt.
j'étais une fille à la Chambre de commerce. Puis là, j'ai ciblé la Chambre de commerce de Québec. J'ai dit, écoute, ils sont tous vieux, moi, je suis jeune, ça devrait me donner un avantage. Il y a juste des gars, je suis une fille, deuxième. Troisième, technologie de l'information, il n'y a pas personne. Hey, bingo, j'ai envoyé ma candidature, ça a marché, tigidou. Fait que j'ai rencontré toutes sortes de monde à Québec qui œuvraient dans des milieux complètement différents du mien. Puis ça continuait à tisser mon réseau d'une façon... Mais moi, j'avais besoin de m'impliquer, de contribuer. Je n'étais pas capable d'aller dans un 5 à 7. Mais après ça, j'ai eu du fun d'aller dans des 5 à 7 parce que là, je connaissais plein de monde. Donc, il y a plusieurs trucs, puis bien des façons, tant qu'on la personnalise à ce qu'on aime, puis ce qui fait qu'on se sent bien, ça risque de donner une bonne chance. Écoutez, on doit s'arrêter là-dessus. Vous avez été très généreuse, encore une fois, je le dis, merci beaucoup. Merci pour les questions. Je veux vous dire que j'ai noté... je pense que j'ai noté toutes les recommandations de livres, incluant la BBC, la vidéo à écouter. Alors moi, vous faites partie de mon réseau, je vous offre. Laissez-moi votre carte d'affaires, je vous envoie un email avec toute la liste des livres. Très facile après de pouvoir continuer à vous alimenter sur le thème de l'ambition. On en a toutes, vous avez toutes levé la main dès le départ. Alors j'espère que la discussion vous a juste donné des fois des petites clés supplémentaires. Ça peut vous permettre de réaliser vos rêves à chacune. Merci encore à toutes les trois. Et je pense que on passe en mode cocktail. Donc, bon cocktail tout le monde. Bonne soirée.